Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, au podcast, un crash boursier menace-t-il ma retraite? On va parler d'un sujet complètement à côté, champ gauche par rapport à la bourse. On va parler de prêts privés avec un spécialiste dans ce domaine-là, le vice-président pour le Québec de 13 Capital, M. Georges Hénin. Bonjour Georges, bienvenue au podcast. Bonjour François, merci de m'avoir accueilli. On commence la présentation aujourd'hui, puis une question que beaucoup de gens vont se demander, qu'est-ce que c'est que 13 Capital? Parce que pour la moyenne des gens, c'est une firme que c'est pas un nom connu comme la Banque Royale, par exemple. Absolument. Donc, 13 Capital, c'est une société d'investissement immobilier diversifiée. Donc, on est un fournisseur des solutions de financement par emprunt et par action dans l'immobilier commercial privé en Amérique du Nord. On gère à peu près 5,3 milliards de dollars. On a financé plus de 1700 transactions, François, qui totalise environ 17,5 milliards depuis notre création. En résumé, François, on prête de l'argent à des promoteurs immobiliers avec des bons antécédents, des bons bilans financiers à court terme pour partir leur projet immobilier. On exerce nos activités principalement dans le sud américain, donc Texas, la Géorgie, les Carolines, le Tennessee, Utah et Arizona. On a à peu près 3 milliards dans nos fonds 13 Capital Fund Management Limited Partnership. Donc, une société d'investissement dans l'immobilier à court terme, généralement, c'est du 6 à 36 mois où est-ce qu'on va prêter de l'argent aux promoteurs pour partir leur projet. OK. Puis, comme investisseur, on peut participer à ces prêts-là. Est-ce que c'est ce que je comprends? C'est ça. Donc, comme investisseur, vous pouvez participer. Généralement, c'est à travers d'un conseil financier. OK. Puis, quand on parle, dans le cas présent, de prêt privé, parce que pour moi, le mot prêt privé, c'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours. C'est quoi un prêt privé par rapport à un prêt, on va dire, public, une obligation? Oui, très, très bonne question, François. Donc, la dette privée ou un prêt privé, c'est un outil de financement par emprunt non bancaire. Donc, c'est une source de financement alternative aux prêts bancaires traditionnels et aux émissions obligataires sur les marchés financiers. Donc, un peu d'historique sur vraiment les prêts privés. Après la crise financière de 2008-2009, de nombreuses entreprises ont été confrontées à la difficulté du redémarrage. Donc, il y avait besoin des capitaux pour financer leur activité et surmonter l'effondrement économique. Mais les banques, qui étaient entravées par les réglementations post-crise, n'étaient pas disposées à financer avec des produits flexibles. Donc, c'est une technique de levée de fonds pour les entreprises qui ne souhaitent pas s'introduire en bourse à l'occasion d'une augmentation de capital. OK. Est-ce que, par définition, je dois m'attendre à, si je prends un prêt privé par rapport à un prêt bancaire ordinaire, à payer plus cher d'intérêt comme emprunteur? Généralement, oui, vous allez payer un peu plus cher avec des prêts privés. Les prêts sont plus flexibles. Les conditions sont différentes. Donc, oui, dans certaines circonstances, les prêts vont être plus élevés. Des fois, dépendamment du prêt, ça peut être à peu près la même chose, mais généralement, c'est plus élevé. Tu as un taux d'intérêt qui est plus attrayant qu'un prêt bancaire. OK. Puis, en fait, moi, si j'ai peut-être une analogie à faire, normalement, si je vais à la banque, Oui, par exemple, à la banque du coin, puis je dépose de l'argent pour acheter un certificat de placement garanti, je sais que la banque va prendre cet argent-là, puis elle va faire un prêt hypothécaire, exemple, pour quelqu'un qui s'achète une maison. oui, Puis normalement, la banque va me donner peut-être 5 pour mon argent, puis quand elle va prêter pour le prêt hypothécaire, elle va peut-être charger 7 d'intérêt, puis la différence de 1-2 c'est comme ça que la banque va réussir à faire des milliards de dollars de profit. effectivement. Ce que je comprends un petit peu d'un prêt privé, c'est que si j'investis dans un portefeuille de prêt privé, le portefeuille de prêt privé, lui, va faire ce que la banque fait avec mon argent à la banque, c'est-à-dire qu'ils vont prêter cet argent-là sur des hypothèques résidentielles, par exemple. Oui, oui, exactement. Donc, l'argent va être accumulé, il va être prêté à court terme sur des projets résidentiels, soit unifamilial, multifamilial, et avec le rendement va être remboursé en partie aux investisseurs. OK. Puis c'est quoi l'avantage d'investir dans un portefeuille de prêt privé?
très bonne question. Donc, les avantages d'investir dans les prêts privés, il y en a plusieurs. Donc, c'est une source de revenus fiable. En premier lieu, les prêts privés, François, ne sont pas fréquemment négociés en bourse. Donc, ils ne s'échangent pas de main. Les prêteurs sont généralement rémunérés avec une prime d'illiquidité. Donc, il y a un rendement qui est plus élevé que ça soit un prêt qui s'offrirait vraiment sur les marchés du commerce. Les rendements sont plus élevés. La dette privée est une catégorie d'actifs qui est moins liquide que les prêts publics. Donc, ce n'est pas négocié dans les marchés des capitaux publics. Donc, ça signifie que le rendement est plus élevé. Généralement, il y a une diversification avec la dette privée. C'est un élément de diversification de portefeuille attrayant car elle représente une faible corrélation avec les marchés obligataires et les marchés des actions qui sont cotés en bourse. Donc, tu diversifies par des classes d'actifs traditionnels. Il y a une possibilité aussi de réduire les risques du portefeuille. Puis pourquoi? Il y a une sécurité maximale dans la structure du capital et une garantie de premier rang sur les actifs sur la majorité des prêts qu'on fait. Les gestionnaires d'actifs dans le domaine de la dette privée ont un rôle plus direct à jouer dans la rédaction des modalités. Donc, on peut négocier des modalités plus strictes avec nos prêteurs. Donc, on a la possibilité vraiment de réduire les risques et de créer plus de sécurité pour les investisseurs. On a un accès aussi, François, au dossier des entreprises qui est plus approfondi. Donc, on a plus de diligence raisonnable et une documentation plus rigoureuse, car ce n'est pas le même cas sur les marchés publics. Taux de perte historiquement plus faible. Donc, le crédit privé affiche au fil des temps des taux de défaut inférieurs à ceux du crédit public. Et on protège les prêts qui sont privés, généralement, sont des prêts à taux d'intérêt qui est variable, qui est flottante. Donc, on te protège à un certain niveau contre l'inflation. Donc, on a vu en 2022, malheureusement, il n'y a pas vraiment beaucoup de classes d'actifs qui ont protégé contre l'inflation. Le prêt privé a protégé contre l'inflation. Vu que c'était à taux variable, donc la hausse des taux d'intérêt et l'inflation bénéficie vraiment des investisseurs en dette privée. Puis finalement... Je vais t'arrêter juste une seconde là-dessus, Georges, parce que je pense que c'est un point important pour les investisseurs. Puis il y a peu de gens qui savent ça, mais les obligations ont tendance à baisser en valeur quand les taux d'intérêt augmentent et à augmenter en valeur quand les taux d'intérêt descendent. Puis en 2022, c'est ce qui est arrivé, les taux d'intérêt se sont mis à monter et les valeurs des obligations ont baissé. On dit qu'en moyenne, là, l'indice obligataire canadien a baissé d'à peu près 11 en 2022 parce que les taux d'intérêt ont monté de façon importante. Alors que si on a des prêts à taux variable, quand les taux d'intérêt montent, c'est favorable, on fait plus d'argent. Donc, contrairement aux obligations traditionnelles qui baissent en valeur quand les taux d'intérêt montent, les prêts privés sont favorisés par la hausse de taux d'intérêt. Est-ce que j'ai raison de dire ça de cette façon-là? Tu as complètement raison. Donc, quand les taux d'intérêt montent, on peut demander un plus gros rendement sur les prêts privés qu'on fait. Donc, c'est exactement ce que tu as dit. Donc, si je comprends bien, en 2022, vous avez eu des rendements positifs avec des prêts privés alors que le marché obligataire donnait des rendements négatifs. Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? C'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, si on compare vraiment le prêt privé relatif aux classes d'actifs obligataires ou même traditionnels, si on le compare au marché des actions ou juste en général au marché public, on a eu un rendement positif comparé au reste du marché qui avait des rendements malheureusement négatifs. Excellent. Et ça tout a l'air parfait dans le merveilleux monde des prêts privés. Il doit bien y avoir des inconvénients aux prêts privés. Oui, très bon point. L'inconvénient le plus courant est la liquidité. Je vous dirais que la liquidité, ces prêts ne sont pas vraiment négociés ou transigés en bourse. Donc, autrement dit, il pourrait y avoir des périodes où le capital des investisseurs est moins accessible. La structure de la dette privée est plus complexe et nécessite des vérifications nécessaires par l'investisseur. Donc, c'est vraiment l'inconvénient le plus courant, ce serait la liquidité dans ces types d'actifs-là.
OK. Puis ça, pour monsieur, madame, tout le monde, savoir qu'est-ce que ça veut dire un risque de liquidité, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020. Quand la pandémie a éclaté, puis qu'on ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver sur les marchés financiers, euh, il y avait beaucoup d'incertitudes sur les marchés. Fait que c'est quelqu'un qui avait investi dans un portefeuille de prêts privés. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Oui, donc, bonne question. En mars 2020, juste pour vous donner une anecdote de ce qui s'est passé à notre firme, nous, on a limité les rachats dans nos fonds. Donc, il peut y avoir des périodes de temps où est-ce que l'argent n'est pas accessible aux investisseurs, mais l'investissement continue à faire ce qu'on avait promis ou ce qu'on avait indiqué qu'elle allait faire. Donc, continue à recevoir des paiements mensuels. Vraiment, l'investissement demeure tel quel. Cependant, il n'est pas accessible aux investisseurs. Pour 13 Capital, il n'était pas accessible pour une très courte période de temps, mais parce qu'il y avait de l'incertitude, donc il fallait vraiment voir c'était quoi, qu'est-ce qui s'est passé en arrière-scène. Mais il y a des périodes de temps. Pour 13, vraiment 2 périodes de temps où est-ce que l'argent n'était pas accessible aux investisseurs. Pour des courtes périodes de temps, c'était vraiment 2008 et 2020 pour une très courte période de temps. Puis, mais l'investissement continue à faire ce qu'il était censé de faire. C'est ça. Mais en fait, moi, ce que j'ai compris de l'histoire de 13 Capital, si tu me corrigeras si je me trompe, ce qui est arrivé, c'est qu'en mars 2020, on ne savait pas ce qui allait arriver au niveau de la construction, parce que essentiellement, le gros de votre commerce, c'est des prêts de construction. Puis on se rappelle que quand la pandémie a éclaté, on a renvoyé des ouvriers de construction chez eux. Fait que là, tu te dis, ben, combien de temps ça va prendre pour construire les condos là, si les gars ne sont plus là? Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que 13 Capital a dit, on a le droit, selon notre offre d'investissement, d'interdire les rachats par une période qui peut aller jusqu'à 6 mois. Là, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais pendant les mois de mars, avril et mai 2020, quelqu'un qui avait voulu retirer son capital du portefeuille s'est vu dire, ben, regarde, attends, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Puis ceux qui ont voulu retirer leur argent ont pu l'avoir en juin 2020. Moi, c'est l'histoire que j'avais entendue. C'est ça. C'est ça le risque de liquidité en réalité. C'est que ça peut arriver à certaines périodes de la vie où un événement imprévisible, une pandémie, il n'y a personne qui avait vu ça venir, disent, ben là, regarde, tu as investi là-dedans, mais pendant 3 mois, on t'interdit de retirer ton argent. Fait que quelqu'un qui investit dans un portefeuille de prêts privés, il doit s'attendre à certains moments donnés que, ben, il peut avoir des restrictions sur les rachats. C'est pour ça que ça paye plus de rendement parce qu'il y a un risque de liquidité. Est-ce que je résume bien la situation? Absolument. Donc, c'est des événements, juste pour ajouter, c'est des événements qui sont très rares. Donc, c'est vraiment, si on regarde historiquement pour 13 Capital, 2008, 2020, des moments dans le passé qui étaient très rares, qui étaient imprévisibles. Mais juste clarifier, on continue à payer de l'intérêt, on continue à faire ce qu'on a promis de faire à nos investisseurs. C'est juste que l'argent n'est pas accessible pour des retraits. Des fois, comme vous le savez très bien, François, des fois, c'est quelque chose de positif. Quand l'argent n'est pas accessible dans des périodes de volatilité, des fois, ça protège l'investisseur. Absolument. Par contre, ce que j'ai compris dans vos produits financiers, c'est pas nécessairement tout le monde qui peut investir là-dedans. C'est-à-dire qu'on demande aux investisseurs d'être ce qu'on appelle un investisseur accrédité. Comment est-ce qu'on devient un investisseur accrédité? C'est ça. Donc, comme on l'a dit au début de la conversation, les prêts privés sont vraiment, où nos investissements sont vraiment faits à travers d'un conseiller. Donc, un investisseur accrédité se qualifie comme un investisseur lorsqu'un individu, seul ou avec conjoint, détient des avoirs nets de 5 millions ou lorsque l'individu, seul ou avec un conjoint, a des avoirs financiers supérieurs à 1 million de dollars. Ou lorsque l'individu a un revenu net individuel de 200 000 et plus dans les 2 dernières années, ou un revenu combiné
ou un revenu de ménage de 300 000 dans les 2 dernières années. Donc, cependant, si vous faites affaire avec un gestionnaire de portefeuille, celui-ci a la possibilité de s'accréditer lui-même ou elle-même et de proposer les investissements à tous ses clients. Donc, on peut passer à travers le processus d'accréditation pour chaque client individuel. Et si vous faites affaire avec un gestionnaire de portefeuille, bien, ça vous donne accès à cette classe d'actifs-là que, historiquement, François, la classe d'actifs était réservée à l'institutionnel, était réservée vraiment à les fonds de pension, vraiment aux clients très, très fortunés, parce que c'est une classe d'actifs qui était quand même pas accessible. Mais là, avec un gestionnaire de portefeuille, on peut vous donner accès à ces types d'investissements-là, mais il faut vraiment faire affaire avec un gestionnaire de portefeuille où il y a quand même d'autres moyens, mais celui qu'on voit le plus commun, c'est gestionnaire de portefeuille. Puis ça, pour monsieur, madame, tout le monde, on ne sait pas c'est quoi un gestionnaire de portefeuille, mais juste peut-être pour illustrer le propos, il existe, quand vous faites affaire avec un conseiller financier, on a l'impression que tous les conseillers financiers sont égaux, mais il y a essentiellement 3 types de permis qu'on va retrouver dans le domaine. On a les courtiers en épargne collective. Ces gens-là vendent essentiellement des fonds communs de placement. On va avoir des courtiers en placement ou des représentants de courtiers qui, eux autres, vendent des actions, des obligations, des fonds mutuels et autres, mais qui ne sont pas gestionnaires de portefeuille. Et en dernier lieu, on va avoir ce qu'on appelle un gestionnaire de portefeuille qui offre tous les services des gens en dessous, mais qui, en plus, ont la possibilité de gérer de façon discrétionnaire. C'est seulement ces personnes-là pour lesquelles leurs clients sont automatiquement qualifiés pour tous les produits financiers, incluant le vôtre. Est-ce que c'est bien résumé? Exactement. Formidable. Quand on regarde, on va peut-être revenir un petit peu plus sur le produit des prêts privés, parce que si moi je prête de l'argent à mon voisin, parce que si je prête de l'argent à mon voisin, si je fais un prêt privé, puis je m'en vais, mettons, chez le notaire, puis je fais un acte de prêt, puis j'ai prêté à mon voisin, ça, c'est ce qu'on appellerait un prêt privé. Ce que vous faites, c'est, au niveau institutionnel, c'est que vous prêtez de l'argent à des individus ou à des corporations qui vont faire, par exemple, de la construction. Mais ça va arriver de temps en temps qu'un promoteur immobilier va faire patate en cours de route. C'est-à-dire qu'il ne sera pas capable d'arriver au terme de son projet, puis il va faire ce qu'on appelle défaut. Il va arrêter de vous payer. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là au niveau qu'est-ce que vous faites chez 13 Capital quand quelqu'un n'est pas capable de vous payer? Oui, donc pour 13 Capital, en général, nous faisons affaire avec des promoteurs immobiliers qui ont des très bons antécédents, qu'on connaît depuis longtemps. Mais ça arrive, comme vous dites, des fois qu'il y a des promoteurs qui tombent en défaut, malheureusement, sur leurs dettes. Donc, chez 13 Capital, on essaie vraiment de travailler avec nos emprunteurs afin de trouver une solution. Dans le cas où l'emprunteur ne serait pas en mesure, François, de rembourser sa dette, on va intervenir avec des recours tels que la reprise de la propriété. Donc, comme collatéral, on a un actif qui est physique la plupart du temps. Cela dit que notre objectif chez 13 est de faire affaire avec des prêteurs que nous connaissons, qui ont des bons bilans financiers et un historique de remboursement. Donc, on prend vraiment que nous sommes des fiduciaires du capital de nos clients. Donc, on veut s'assurer vraiment qu'on peut protéger le capital de nos clients avec un collatéral, avec des restrictions qui nous permettent vraiment d'aller chercher l'actif et de prendre possession. OK. Puis quand ça se produit, parce que là, souvent, j'imagine que c'est des immeubles qui sont en cours de construction, c'est des prêts de construction au départ. Fait que vous faites quoi avec l'immeuble si l'immeuble est à moitié construit? Donc, pour nous, si c'est à moitié construit, il y a vraiment des circonstances où est-ce qu'on va reprendre la propriété et on va soit la finir, soit on va la revendre. Il se peut aussi que qu'on ait des pertes aussi, c'est possible, mais juste mentionner que
depuis notre création, on a prêté à peu près 17 milliards d'actifs en prêts privés et notre taux de capital de recouvrement est de 99,65 depuis 1997. Donc oui, ça arrive qu'il y a des pertes dans le portefeuille. Nous, on a pris 35 points de base de pertes sur 27 années. Donc, ça arrive extrêmement rarement qu'il y a des pertes dans nos portefeuilles, mais il y a des possibilités qu'on finit le projet puis qu'on le revend. Il y a des possibilités qu'on le vend tel quel, ou troisième possibilité qui est très rare, qu'on prend des pertes sur le projet. Mais ça, c'est vraiment, on essaie de tout faire chez 13 Capital pour vraiment pas prendre de pertes sur nos projets immobiliers. OK. Puis quand vos prêts, est-ce que pour la plupart, c'est des prêts à taux fixe ou à taux variable que vous faites? Donc, c'est à taux variable avec un plancher. Donc, taux variable, ça va vraiment bouger avec la direction des taux d'intérêt, mais on a un plancher qui nous protège. Donc, contrairement à du revenu fixe, nous bénéficions des hausses des taux d'intérêt. Donc, quand les taux descendent, nos taux descendent moins rapidement à cause du plancher. Donc, on a comme un plancher. Donc, même si les taux descendent rapidement puis très bas, nous, notre plancher nous protège. Donc, on va toujours être capable de payer une prime à nos investisseurs à cause de la structure taux variable et le plancher nous protège si les taux descendent très rapidement. OK. Puis j'imagine que les taux de prêt que vous faites, ce n'est pas la même chose pour tous les emprunteurs. Non. Exactement. Donc, pas du tout. Ça dépend vraiment de l'environnement du marché, du prêteur, du projet, la structure du capital. Si c'est premier rang, deuxième rang, ça va être différents taux. On fait généralement affaire avec des emprunteurs que nous connaissons dans cet environnement du marché. Donc, par exemple, on a un taux plus élevé pour un prêt de deuxième rang, étant donné que le risque intrinsèque est plus élevé pour nos investisseurs. Donc, on va aller demander un taux qui est plus élevé si on prend intrinsèquement plus de risques. La plupart de nos prêts chez 13 Capital, François, sont des prêts de premier rang. Donc, on va être les premiers à se faire repayer. Si jamais le projet tombe en défaut, on est vraiment les premiers. OK. Puis, juste pour bien illustrer le propos, parce que souvent les gens ont des hypothèques à taux variable pour leur maison, tout le monde a entendu parler, c'était quoi un prêt à taux variable? Moi, ce que j'avais entendu sur les prêts privés, pour les prêts de construction du type de ceux que fait 13 Capital, puis je comprends qu'ils ne font pas le même taux à tous leurs clients, là, mais ça va souvent être le taux préférentiel des banques plus, par exemple, 4 Fait que si ce mois-ci, le taux préférentiel de la banque est à 7, bien 7 plus 4, le mois d'après, mon client va me rembourser 11 d'intérêt. Puis si le mois d'après, le taux d'intérêt préférentiel des banques est rendu à 8, bien 8 plus 4, le client va être obligé de payer du 12 Est-ce que ça illustre bien comment fonctionne le système de prêt à taux variable? C'est-à-dire que c'est souvent un taux basé sur un taux des banques, par exemple, plus une certaine prime de risque? Exactement. Tu as complètement raison. Ça serait exactement ça. Donc, tu as quand même le taux de base plus une prime dépendamment du projet, dépendamment du promoteur. On va pouvoir charger plus pour certains projets, moins pour d'autres. Mais oui, c'est un taux variable. Donc, le taux va changer avec la tendance du marché. Excellent. Ben écoute, je pense qu'on en sait un petit peu plus sur les prêts à taux variable, puis un petit peu plus aussi sur 13 Capital. Donc, merci beaucoup, Georges Hénan, d'avoir accepté notre rendez-vous sur ce podcast aujourd'hui, puis en espérant que les gens vont avoir apprécié. Merci beaucoup, François. Plaisir. OK.